Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Je vais faire une intervention un petit peu plus courte que les autres. Je vais essayer de vous parler de plein de sujets pendant les 20 prochaines minutes. Je m'appelle Morgane Eckert, je suis Cloud Delivery Manager chez WeScale. De formation, du coup, j'ai fait du design, j'ai fait de l'agilité, du produit, Scrum Mastering, plein de choses. Et depuis 2022, j'ai commencé à explorer le sujet du numérique responsable et du coup, tout ce qui s'ensuit. Donc, je viens vous parler de manière très, très humble sur ce que j'ai pu apprendre, découvrir, les interrogations que j'ai encore en cours, et notamment sur tout ce qui est le cloud, mais surtout la responsabilité qu'on peut tous avoir sur le cloud. Et je trouve ça assez génial parce que dans l'audience, nous avons un petit peu toutes les personnes, que ce soit du cloud provider, des personnes qui, du coup, développent des produits sur le cloud, et on est nous-mêmes tous des utilisateurs de différents services. On va dire par exemple tout ce qui est cloud gaming ou tout ce qui est streaming. On est tous aussi des utilisateurs. Donc c'est sur ces trois aspects-là que je vais vous parler un petit peu du cloud responsable et de comment voir au-delà de l'impact carbone. 3 phases pour cela. Déjà, comment lever le brouillard sur les impacts. Je vous rassure, je vais essayer de faire en sorte que vous ne ressortiez pas de là complètement déprimé. Néanmoins, c'est important de regarder tous les impacts qu'on peut avoir. Un petit peu les indicateurs ou les types de mesures. Les indicateurs, c'est déjà une promesse très forte dans un monde où tout est en train de se construire, comme Alban a pu vous l'exprimer très clairement juste avant. Et puis, comment est-ce qu'on peut amorcer un changement dans une organisation, organisation au sens large, ça peut être dans une entreprise, tout comme ça peut être dans un État, l'État français par exemple, ou dans une équipe, tout simplement, toute grosseur d'organisation. C'est parti. La première chose, c'est qui est importante pour moi, c'est revenir un petit peu à la genèse. Le cloud responsable, c'est le service du cloud. Le service du cloud est un service numérique. Donc pour moi, ça s'encapsule un petit peu un système de poupée russe dans la notion de numérique responsable. Je voulais revenir un tout petit peu sur la définition et surtout sur ses piliers. La définition d'après, donc je suis repartie de l'Institut du numérique responsable pour un bon consensus et puis une définition assez fine, c'est vraiment réduire l'empreinte sur 3 aspects: écologique, économique et social. Et du coup, on va transformer ça en 3 piliers. Il y a peut-être, du coup, c'est un peu les 3 P. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On dit souvent en anglais « people », « planète » et « profit ». Alors, je me permets du coup d'utiliser plutôt le terme « prospérité », qui est proposé aussi par l'Institut du numérique, tout simplement parce que c'est un petit peu plus clair sur ce qu'on souhaite entendre derrière la notion de profit, et c'est une éthique qui est importante à garder. Donc on va essayer de regarder ces 3 piliers-là. Le cloud responsable hérite de la même chose. Le problème, selon moi, c'est que en parlant principalement de carbone, on vise principalement les sujets de planète. Et d'ailleurs, quand on parle de carbone, on parle d'impact sur le réchauffement global et donc de gaz à effet de serre. Mais si on regarde juste l'aspect planète, sur les indicateurs environnementaux, on peut aussi parler de tension sur l'énergie, on peut aussi parler de tension sur l'eau, on peut parler aussi de tout ce qui est ressources abiotiques. Donc quand on parle que de carbone, on risque de ne pas penser aux 3 autres types d'impacts environnementaux qu'il peut y avoir. Et ça, c'est sans compter la partie sur les personnes ou sur la partie prospérité. Donc c'est là-dessus que je voudrais sensibiliser. C'est attention quand on parle de carbone à ne pas non plus occulter les autres types de responsabilités que l'on peut avoir. Tout simplement parce que dans nos choix et dans nos décisions, il peut y avoir ce qu'on peut appeler des transferts d'impact, des effets rebonds et toutes ces petites choses-là. Alors comment faire justement pour éviter cela ? Pour moi, il y a une première chose, vous en avez parlé, Feréal en a parlé dans sa conférence, et on en a reparlé un petit peu après, c'est l'analyse du cycle de vie. Regardez à 360, pensez à toute la chaîne, que ce soit
de l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion des déchets. Tout simplement parce que tout au long du cycle de vie, on va avoir un impact sur les personnes, sur la planète et sur la partie prospérité. Je mets quand même en évidence les conditions de travail sur la partie matières premières, sur la fabrication et aussi sur la partie gestion des déchets. C'est quelque chose qui a un impact social et sur la prospérité qui est énorme. Je ne parle même pas de l'impact environnemental, d'un mauvais traitement de déchets. Néanmoins, c'est extrêmement important. Donc, il faut regarder à 360 parce qu'on a tous, quel que soit notre niveau, qu'on soit cloud provider, que l'on soit utilisateur du cloud ou qu'on soit utilisateur, un impact là-dessus. Utilisateur, je choisis ou pas de remplacer mon téléphone portable tous les 2 ans. Utilisateur du cloud, comment est-ce que je fais pour allonger la durée de vie des disques durs sur lesquels je travaille, sur les serveurs? Cloud provider, comment je fais pour reconditionner une partie de mes disques durs, par exemple. En sachant que plus vous monterez haut dans le cycle de vie, plus vous aurez un impact fort. Plus vous travaillez sur l'optimisation de la chaîne en amont, plus l'impact sera fort. Tout simplement parce que, attention, ça fait mal, la majorité de l'impact sur les terminaux est à la fabrication, sauf pour les serveurs et le réseau. Mais en tant qu'utilisateur, en tant que personne qui a un impact sur le renouvellement de hardware, il est important de se rendre compte que la majorité de l'impact est à la fabrication. Si vous voulez lire une étude un petit peu plus précise, il y a Green IT, le collectif Green IT, qui a en 2019 sorti une étude assez claire sur l'impact du numérique en France, qui est très enrichissante. C'est là où, du coup, on va pouvoir aller regarder comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur le hardware, mais on va aussi aller regarder pour le cloud, comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser l'utilisation du cloud. C'est un peu une exception dans le monde du numérique sur la partie serveur et réseau. En fait, on va dire que le ratio s'inverse, c'est-à-dire que la majorité de l'impact n'est pas à la fabrication, mais à l'utilisation. Donc l'utilisation du cloud est extrêmement... La manière dont on va l'utiliser, le green coding, l'éco-conception, toutes ces choses-là est aussi extrêmement importante dans le futur quand on sait qu'il y a une croissance exponentielle de l'utilisation du numérique. Première chose pour regarder un petit peu de manière globale que je vous propose, c'est donc on garde toujours en tête les 3 P, les 3 piliers, et du coup, il y a des choses qui se regroupent un peu. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur des choses très claires, très identifiées, tout simplement parce que c'est en train de se construire. Sur la partie planète, on va commencer. Du coup, on reprend la notion de PUE dont Alban vous a parlé avant, mais on peut aussi aller sur la notion de WUE. Donc l'utilisation de l'eau, qui est extrêmement importante. Je vais vous donner un exemple très concret. Été 2021, en Hollande, pas Amsterdam, pas avec Scaleway, avec un autre très grand cloud provider, il y a eu un gros mauvais buzz parce qu'il a été révélé qu'ils ont utilisé 7 à 10 fois plus d'eau que leur engagement initial, dans une période de pénurie d'eau et de sécheresse, où en fait, du coup, ils auraient utilisé 84 millions de litres d'eau sur une année. Bon, c'est du bad buzz, c'est aussi de la presse, il faut aller vérifier les informations, il faut garder l'esprit critique, etc. Mais on peut voir qu'effectivement, quand on a des technologies telles que le free cooling, du coup, à partir au-delà de 25 degrés, il faut engager un autre système de refroidissement. Les étés sont de plus en plus chauds, il peut y avoir des épisodes de sécheresse, etc. Comment va-t-on faire dans le futur? C'est là où, sur la partie prospérité et personnes, c'est important de toujours continuer à aller sur de l'innovation, de continuer à regarder aussi tout ce qui est un petit peu normes éthiques. C'est un mot très
très grand et qui englobe beaucoup de choses, hein, bien sûr, mais il faut garder, derrière les normes éthiques, bien évidemment, il y a les conventions des droits de l'homme, il y a toutes ces choses-là. Il faut faire attention aussi sur les normes de sécurité contre les cyberattaques ou même la protection des données, l'effacement des disques durs en fin de vie, enfin, tout ce qui est normes de sécurité. Hein, c'est comme ça qu'en choisissant un data center, on va pouvoir apporter le meilleur service à nos utilisateurs et clients ensuite. Mais il faut aussi aller du côté des achats. Il faut aussi aller du côté de quelle est la périodicité du renouvellement du matériel. Extrêmement intéressant d'arriver à aller jusqu'à 10 ans, puisque certains GAFAM ont quand même un cycle tous les 2 ans, ils changent tout. Donc vous voyez, il y a vraiment un grand curseur et c'est très intéressant de regarder l'allongement de la durée de vie des terminaux, que ce soit même les serveurs et les réseaux, mais tous les types de terminaux. Les achats. Est-ce que du coup tout est acheté neuf? Est-ce qu'il y a un pourcentage d'achetés en reconditionné? Est-ce que sur les achats, ça correspond aussi à des écolabels qui peuvent permettre d'avoir justement un traitement des déchets ou un indice de réparabilité plus intéressant? On peut aussi aller du coup vers la culture d'entreprise. Hein. Sur la prospérité, c'est très important d'aller regarder la culture d'entreprise et la manière dont elle est vécue. Hein, de manière à s'assurer que c'est un cercle qui est viable et qui fait avancer les choses dans le bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que nous, on peut regarder en tant que futur client d'un data center, et en fait, on peut, selon moi, en tout cas, s'approprier les mêmes choses, mais pour notre propre entreprise. Chacun à notre niveau, avec le niveau d'influence ou de décision qui est possible, bien évidemment. Mais selon moi, la même logique peut s'appliquer. Parce que dans une entreprise, on a aussi un impact sur les achats, les locaux, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, et ainsi de suite. Donc si vous faites partie de personnes qui travaillent dans la RSE de votre entreprise, ça peut être également important d'aller mesurer ce type d'indicateurs pour vos pratiques à vous, de manière à toujours essayer de diviser ou diminuer l'impact. Ce n'est pas, selon moi, important d'aller directement sur un indicateur extrêmement précis, c'est important de le calculer de la même manière pour avoir une continuité dans votre mesure et vous assurer que vous allez dans le bon sens. C'est déjà ça, pour moi, la première chose qui est importante. Et puis, il faut aussi être frugal dans notre utilisation du cloud. Alors, ce slide n'est clairement pas exhaustif en termes de pratique, c'est juste des premières choses que l'on peut pointer du doigt. Sur la partie personne, ça va être important de garder les normes de sécurité, le RGPD, la CNIL, mais aussi l'accessibilité. On a tous un rôle, si notre produit a une interface utilisateur, de le laisser accessible, rétrocompatible, accessible dans les zones les moins ayant le moins d'accès réseau, accessible aux personnes en situation de handicap. Il faut aller aussi sur la notion d'éco-conception. Et ça a aussi un impact sur la planète. J'ai recopié, vous pouvez voir certains indicateurs qui touchent à plusieurs piliers, tout simplement parce que ça résonne. Et c'est là que c'est intéressant aussi, sur la partie planète, d'aller vers des mouvements qui existent déjà depuis longtemps, tels que le craftsmanship. Pour citer deux petits acronymes que moi j'aime bien, il y a le YAGNI, You ain't gonna need it. Vous n'allez pas avoir besoin de faire de ça avant un certain moment. Donc on va pas prévoir la Rolls-Royce, on va commencer par quelque chose qui roule, qui fonctionne bien, et on va itérer et on va l'enrichir. La deuxième chose, le KISS. Keep it simple, stupid. Essayez de simplifier au plus les choses. Et ça, attention, on lutte contre des biais cognitifs quand on le fait, puisque du coup, on est tous de la génération où on a vu l'utilisation d'Internet grandir et du numérique grandir. Et donc, on a l'habitude de consommer beaucoup plus que par rapport à nos besoins. Donc c'est pour ça que je vous encourage à être de plus en plus dans la frugalité et d'essayer de faire bouger aussi les normes de votre entreprise. Dernière chose, comment est-ce qu'on peut mettre en place le changement?
Alors moi déjà je vous recommande du coup de suivre John Kotter, les conseils de John Kotter, qui a sorti un best-seller. Ça fait au moins 10 ans que ce best-seller est sorti et qui est toujours très intéressant, qui s'appelle Conduire le changement, 8 ans, pardon, paru en 2005, sûrement sur la version française. Et dans son livre, il va vous expliquer 8 étapes, vous expliquer en détail les 8 étapes. Il y a 3 phases qui sont très importantes. C'est créer le climat. La première chose, ça va être de créer le sentiment d'urgence. Pourquoi est-ce que les personnes qui font partie de l'organisation ont besoin de changer? Pourquoi est-ce qu'il y a une urgence à changer? Vraiment un sentiment d'urgence partagé. Ce n'est pas stresser les gens, c'est leur faire comprendre qu'il est important de se mettre tous en mouvement. La deuxième chose, ça va être de former, on va dire, une coalition, donc un ensemble de personnes, on va dire puissants, donc ça veut dire suffisamment nombreux pour répondre aux différents questionnements, et puissants plutôt dans la partie leadership. On n'impose pas, on inspire le changement. Alors, moi, personnellement, en tant que personne, peut-être un petit peu rebelle, quand on m'impose un changement, c'est pas top. Par contre, quand je le décide moi-même, là, j'ai pas la même énergie. Donc du coup, c'est par ça qu'on cherche du coup à inspirer et à créer une coalition qui est puissante, qui va créer un état, une vision du futur, et qui va la communiquer, qui va inspirer et ensuite qui va donner les moyens à toutes les personnes qui sont inspirées par ce changement et ce mouvement de bouger. Donc les moyens, l'autonomie, l'envie, etc. La coalition a 2 obligations, 2 responsabilités, qui est de communiquer la vision, donc de diriger un petit peu le flot d'énergie, et une obligation de moyens, de donner les moyens aux personnes qui l'entourent de faire les changements. Le droit à l'erreur aussi, c'est important. Le droit à l'innovation, c'est important. Et du coup, la 3e étape, c'est de capitaliser sur les petites victoires. Quand on est en plein changement, ne serait-ce qu'un petit changement personnel, qui peut être, par exemple, vous avez pris une décision sur votre alimentation. Et vous avez besoin d'initier un changement. Déjà, il faut 3 semaines à votre cerveau pour suivre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quand vous avez appris à conduire. Il a fallu quelques semaines, quelques heures de conduite avant que vous arriviez à gérer les pédales, le pommeau de vitesse et le volant. C'est pareil pour chacun des changements. Notre cerveau a besoin de temps pour s'adapter. Et donc, pendant ce temps-là, il faut donner énormément de sens et il faut générer les petites victoires pour permettre aux personnes de voir le chemin parcouru et de voir que même les petites victoires, si on les projette sur du moyen terme, ça peut avoir un impact énorme. Et là vient la partie la plus complexe, qui est de consolider les succès et d'ancrer les nouvelles approches dans l'entreprise. Alors, je vous raconte ça, ça a l'air facile. Ça prend au moins 3 ans de faire changer une culture d'entreprise. 3 à 5 ans aujourd'hui avec les retours d'expérience que l'on voit. Et c'est une mission très complexe. Donc cette coalition, il lui faudra des moyens, il lui faudra du soutien, il lui faudra du sponsor, il lui faudra parfois des vacances, et c'est OK. Et parfois, le changement n'est pas linéaire. Parfois, on peut avoir une petite régression. C'est pas grave. L'important, c'est de garder les yeux sur la balle et de savoir pourquoi on fait les choses, de revenir toujours au sentiment d'urgence et d'essayer, du coup, d'orienter le flow et son propre flow du changement. En bref, je vous conseille, du coup, de toujours penser aux 3 piliers, personne, planète et prospérité. De regarder à 360. Il y a plein de manières de regarder à 360. Là, je vous en ai cité 2. Avant, Ferréol et Alban nous ont parlé des différents scopes, nous ont parlé de normes ISO. Voilà. Il y a plein de manières de regarder à 360. Trouvez la vôtre, trouvez la bonne et essayez d'allonger la durée de vie du matériel autour de vous. Quel que soit le type de matériel, ça aura un énorme impact sur les 3 piliers, tout en du coup, travaillant un petit peu... en résistant un peu à notre nature de vouloir s'amuser sur le cloud et en étant frugal. Et si vous avez besoin de discuter pour initier des changements, à disposition. Est-ce qu'il y a des questions ?
Pas de questions? Bon, ben, je vous invite à discuter autour d'un petit café ou d'un petit verre. Merci à tous, bonne journée.